Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En effet, je compte faire d'autres vidéos sur les personnages secondaires de Valkyrie Apocalypse, et faire ça, c'est aussi un petit peu me dire que vous avez hâte et que vous voulez en avoir d'autres. Donc n'hésitez vraiment pas. Cette vidéo risque d'être un petit peu plus court que ce qu'on a d'habitude. En effet, on va parler d'un personnage secondaire, d'un personnage qui n'est pas un combattant. Donc d'un personnage qui a un petit peu moins d'éléments de texte, un personnage qui a un petit peu moins de développement que les combattants eux-mêmes. Et pourtant, si on lit le manga depuis aussi longtemps que moi, voire même encore plus longtemps, ou même tout simplement plus récemment, on se rend compte et on sait à quel point ce personnage, on le voit souvent, et surtout on sait à quel point il est important dans l'intrigue, mine de rien, il fait beaucoup de choses différentes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un des fils de Zeus, Arès. Sous-estimé, voire même dénigré, Arès est un personnage qui est très important au récit, un personnage qui, je pense, mérite bien plus d'attention, et surtout qui mérite d'être bien plus apprécié que ce qu'il est réellement, et ce parce qu'il est très important de différentes manières. Qu'il s'agisse de flashbacks, qu'il s'agisse de ressorts comiques ou même de débats avec ses frères et sa famille pour comprendre comment fonctionne un combat, Arès il est utile sur bien des points, et en plus de ça, des fois c'est même lui qui nous raconte l'histoire. Arès, c'est un personnage clé dans le récit de Valkyrie Apocalypse, et on va essayer dans cette vidéo de lui rendre les honneurs qu'il mérite, et surtout de lui donner ses lettres de noblesse, parce que il fait bien plus que ce qu'on peut croire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Arès est un des plus anciens personnages du manga. Si du côté des humains, c'est Brunhilde et Gold qui vont s'occuper de parler des combattants, de leurs compétences et de leur histoire, permettant donc au lecteur de s'infiltrer dans l'œuvre via le biais de cette discussion, du côté des dieux, ceux qui prendront ce rôle, c'est Arès et son frère Hermès. C'est un processus d'écriture assez classique, mais en même temps qui est très pratique. Un des deux personnages ne comprendra pas ou alors très peu ce qu'il se passe, tandis que l'autre lui fournira les explications, à lui comme au lecteur. Mis en pratique, ça donne ce schéma. Gold ne comprend pas quelque chose, Brunhilde lui explique. Le lecteur étant inclus dans cette discussion, on apprend plus sur le combattant, son histoire et ses capacités. Du côté opposé, Arès ne comprend pas quelque chose, Hermès lui explique, et via le même processus qu'avec les Valkyries, le lecteur comprend et apprend des choses sur le second combattant, celui des dieux. Cependant, il y a une différence majeure entre Arès et Gold. Et cette différence, c'est le vécu. L'une n'est qu'une apprentie Valkyrie, inexpérimentée et bien trop jeune pour avoir connu certains événements majeurs de la diégèse de l'œuvre. Cependant, Arès, lui, il est bien plus vieux. C'est littéralement un des dieux les plus anciens, il est le fils d'un des dieux dirigeants. Même si ce dernier semble être bête ou inculte, il possède tout de même sa propre histoire, et ça les auteurs ils ont su s'en servir correctement. Sur les 5 combattants grecs aperçus, et sachant qu'à l'heure où j'écris ces lignes on n'a pas encore eu le flashback pour le dernier, Arès apparaît dans 2 des histoires, et son rôle pour les 2 cas, il n'est pas des moindres. Lors du flashback d'Héraclès, Arès aura un rôle on ne peut plus simple. En effet, les dieux décident de châtier l'humanité à cause du comportement de cette dernière. La ville choisie, c'est Thèbes. Coïncidence, le dieu régent de cette région et de cette cité, c'est Arès. Il se retrouve donc à descendre sur Midgard pour apprendre aux humains qui c'est qui décide. Manque de bol, il se retrouve face à un Héraclès qui a fraîchement bu l'ambroisie et donc un combat s'engage. Et le combat, on va s'y intéresser plus tard. La seconde fois où Arès apparaît dans un flashback, avec encore une fois un rôle très important, c'est pendant le flashback d'Hadès. Arès, alors visiblement un des généraux du Valhalla, revient grièvement blessé au palais. Il avertit que les géants sont passés à l'attaque. Et là on va faire un petit cours sur la chronologie de la mythologie grecque pour que ça soit un petit peu plus simple à comprendre. Avant que Zeus et les Olympiens en général règnent sur le monde, il y a eu des dieux. Vous les connaissez pour certains, pour d'autres, c'est plus flou. Le dieu créateur de toutes choses, c'est les Grecs, c'est pas Zeus, c'est Chaos. Chaos donne naissance à un bon paquet de trucs. Bon, on va pas s'intéresser à eux, on va surtout s'intéresser à une de ses filles, Gaïa. Et Gaïa, elle va être à l'origine de tous les Olympiens à elle seule. Donc Gaïa donne naissance aux Titans, que vous connaissez tous, qui vont donner eux-mêmes naissance aux Olympiens, qui sont du coup les dieux qu'on connaît le plus. Sauf que bon, voilà, les Titans ils font un peu n'importe quoi, il y en a qui bouffent leurs enfants, il y en a qui font des guerres incessantes, il y en a qui sont en train littéralement de détruire le monde, et donc les Olympiens ils en ont un peu marre, il s'agirait de reprendre le pouvoir à leurs parents, donc ils lancent une guerre contre leurs parents, la guerre qu'on appelle la titanomachie. Évidemment, la guerre, c'est les Olympiens qui la gagnent, et donc c'est eux qui vont monter sur le trône, et c'est eux qui vont régir sur l'humanité, le monde, etc. Les Titans, ils vont en prison. C'est comme ça qu'on a Atlas qui porte le monde sur son dos, etc., etc. Sauf que bon, maintenant vous regardez ça de l'œil de Gaïa. Elle a vu ses petits-fils en train de tuer ses enfants et de foutre ces derniers en prison. Évidemment, elle le prend mal. À ça, elle répond simplement en lançant la deuxième grosse guerre que les Olympiens vont disputer, la gigantomachie. Et la gigantomachie, contrairement à ce que le manga montre, c'est une guerre qui est limite plus difficile que la titanomachie, bien que moins connue.
Les Olympiens, s'ils gagnent, c'est vraiment sur le fil. Prenez un exemple, si Typhon dans le manga c'est une victime, le vrai Typhon, Zeus, il a eu besoin d'énormément d'aide extérieure pour en venir à bout. Ça a une autre histoire dont on parlera peut-être un jour et qui peut faire l'objet d'une autre vidéo. Maintenant que vous avez le contexte, il faut se dire que pendant la gigantomachie, Arès il est solo au front avec ses soldats. Il avertit donc les Olympiens de l'attaque. Ces derniers battent les géants, tout est bien qui finit bien. Et là vous voyez une grosse différence avec Gol. Cette dernière, si elle disparaît du Valhalla, ça ne changerait pas grand chose au récit pour l'instant. Parce que contrairement à Arès, Gol, pour l'instant, elle a rien fait. Arès, il a une réelle plus-value vis-à-vis de l'histoire, car quand il y a une diégèse des histoires, il y est, parce qu'il les a connues, ces dites histoires. Par exemple, et ça va me servir de transition, lorsqu'on voit le flashback de la gigantomachie, ce n'est nul autre qu'Arès qui le raconte. Et qui de mieux que lui pour le faire? C'est le premier à avoir vu les géants, et il est même retourné au front, il y a été, il s'y est battu. On a donc déjà pu voir une chose importante vis-à-vis d'Arès, il contribue à faire avancer l'intrigue, le tout en ayant un rôle important dans cette dernière malgré une place de second plan. Le personnage nous permet également d'un peu mieux jauger les combattants, que ce soit à travers sa confiance et son arrogance lorsque c'est Zeus qui se bat, ou que ça soit face à la pure terreur que lui fait ressentir Hadès. Même si c'est souvent montré en gag ou utilisé pour se moquer de lui, ça n'en reste pas moins des réactions qui indiquent comment le lecteur devrait réagir. Et d'ailleurs parlons de la mise en scène, il y a un passage très important entre Hadès et Qin Shi Huang, Arès qui y aura le plus contribué. Lorsque le roi des enfers monte aux arènes, il dit simplement « c'est mon siège » à Arès. Ce qui vaudra au géant de décamper à la vitesse de la lumière pour laisser la place à son oncle. Plus tard, lorsque Tsin intervient, ce dernier s'assoit sur le siège d'Hadès, le sous-entendu est simple, ils sont sur un pied d'égalité. Et quand Arès essaie de faire partir Tsin, ce dernier envoie voler le dieu au sol. Le message est clair, Arès n'a absolument pas la force nécessaire pour combattre au Ragnarok. Mais pour autant, est-ce que ça fait de lui un personnage qui est faible? Absolument pas, et ça va me permettre de soulever un nouveau point. Vous vous souvenez quand je vous parlais de combat et que ça allait avoir une certaine importance? Eh ben on y est. Arès est clairement beaucoup plus fort que ce que la majorité des lecteurs pensent, et ça il y a plusieurs points qui me permettent de l'avancer. Premièrement, le cas Héraclès. Lorsque ce dernier boit l'ambroisie, son corps prend immédiatement une apparence qui est nouvelle, une apparence qui ressemble énormément à celle de Zeus quand il montre tous ses muscles, mais également l'apparence d'Arès en fait. Ce dernier verra même Zeus dans le reflet des yeux d'Héraclès lorsqu'ils échangent des coups. Sachant que l'ambroisie confère la force de Zeus, on peut donc facilement arriver à cette conclusion. Arès est aussi fort physiquement qu'Héraclès. La seule personne à même de les arrêter, c'est Zeus lui-même. Car oui, souvenez-vous de ce qui est advenu des troupes d'Arès. Elles ont été décimées. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de personnages ayant été frappés par Zeus. Adam et Arès uniquement. Et cependant, même si c'est pour un gag, Arès ne réagit aucunement à un coup de son père. Ça a même pas l'air de le blesser au final. Troisièmement, même grièvement blessé par un géant, alors à peine soigné, Arès aura la force de se relever et retourner sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, sa première réflexion alors qu'il était blessé, c'était la suivante. Je ne peux laisser mes hommes seuls, soignez-moi vite, je dois retourner sur le champ de bataille. Mais surtout, et ça on l'a appris avec le dernier chapitre disponible, le 82, lors du flashback d'Apollon, on apprend que les armées d'Arès ont essayé de vaincre et de faire disparaître Python du monde des humains, sans succès. Et une des raisons poussant Apollon, alors dieu mineur à l'époque, à aller affronter Python, c'est prouver à son frère Arès qu'il est fort et qu'il est compétent. D'ailleurs, revenons au passage d'Arès qui explique qu'il ne peut pas laisser ses hommes seuls. Pour moi, cette phrase, elle est super importante vis-à-vis du personnage. Il est peureux, il est faible par rapport aux dieux participants au Ragnarok, car oui, même s'il est plus fort que la moyenne, il est plus faible que les combattants. Il est bonnet, maladroit, arrogant et souvent ridicule. Et pourtant, Arès, il semble pas forcément méchant ou mauvais. Il n'y a qu'à voir ses réactions au combat Adam contre Zeus, la profonde amitié qu'il entretient avec Héraclès, le respect qu'il voue aux membres de sa famille, l'attention et le leadership qu'il semble entretenir avec ses hommes. Arès, c'est loin d'être un bête ressort comique du manga. Ce dernier sert à nous faire comprendre les combats, à nous faire rire, mais à rendre le manga plus crédible. À nous faire comprendre que les personnages, les dieux, ils ont eu un vécu avant le Ragnarok. Il s'est passé des choses. C'est pas pour rien que c'est lui qui se retrouve à nous raconter une histoire en sirotant du thé, le tout en se plongeant dans des tableaux décrivant les exploits de sa famille. Oui, Arès est la preuve que même lorsqu'un personnage n'est pas un combattant ou important pour le Ragnarok lui-même, ça ne le rendra pas moins intéressant que les combattants eux-mêmes. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Béléus et je vous dis salut à tous.